Alors, le prochain bloc invite ainsi à gouverner la santé et non la maladie. Et si vous étiez avec nous l'an dernier, il y avait la présentation de Marie-Ève Couture-Ménard qui nous avait éclairé sur le partage de pouvoir entre le ministre de la Santé fédérale et le ministre du Québec. Eh bien, aujourd'hui, Marianne Dessureau va poursuivre les réflexions par des pistes concrètes qui pourraient permettre de renforcer la santé publique ici, chez nous, au Québec. Puis, on va aller faire un tour au municipal où les possibilités d'influence de la santé sont très nombreuses. Alors, allons-y tout de suite avec notre première conférencière. Marianne, tu peux venir me rejoindre. Marianne, elle est la responsable des affaires juridiques à la SPQ, où elle agit comme porte-parole pour commenter les développements, les initiatives, les politiques publiques, les textes de loi en lien avec la santé durable. Maître Dessureau, c'est à vous la parole. Bonjour tout le monde, merci à tous les participants d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, on m'a présenté déjà Marianne Dessureau, avocate responsable des affaires juridiques à l'Association pour la santé publique du Québec. Aujourd'hui, ça a été annoncé, je vais parler de gouvernance de la santé publique. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que c'est exactement? On va essayer de démystifier un petit peu ce concept. Et là, c'est certain, là, c'est un sujet très vaste. Je vais devoir me restreindre un petit peu avec les concepts et les présentations, mais ça pourrait être une discussion pour un autre moment pour ceux intéressés. Donc, c'est sûr que comme avocate, je m'intéresse aux politiques publiques, à leur mise en œuvre, mais c'est vraiment aussi, il y a un intérêt en santé publique à s'intéresser à l'organisation de notre santé publique, à comment on implique la santé publique à travers tout notre système de santé et comment on inclut finalement la prévention et comment on peut faire la force de la santé publique qui est sa prévention et finalement réduire la maladie. Et c'est un peu le sujet de la conférence aujourd'hui. Bon, ça fonctionne, c'est excellent. Donc, comme je le disais, c'est un sujet très vaste qui pourrait englober beaucoup de concepts, de sujets et de notions. Aujourd'hui, je vais principalement axer sur certaines recommandations et certains sujets abordés par la SPQ dans des mémoires précédents et ça pourrait vraiment faire l'objet d'autres discussions avec de futurs partenaires puisque c'est en développement. En termes de concept, pourquoi en parler en ce moment? Bon, on a vu dans la dernière année, en fait dans les 4 dernières années, suivant la pandémie de COVID-19, que la prévention est devenue au centre de beaucoup de discussions. On a vu son importance, mais on a aussi vu avec tout ça les limites et les avantages, de notre système de santé, mais aussi de notre loi de santé publique, que ce soit en mesure d'urgence ou dans un contexte plus ordinaire. Donc vraiment, ça a été une opportunité de se re-questionner, de réfléchir sur notre organisation. Suivant ça, est arrivé, vous n'êtes pas sans savoir, le projet de loi 15 qui était déposé par le ministre Dubé sur l'organisation du système de santé pour le rendre plus efficace, qui est finalement la création de Santé Québec. Un projet de loi adopté officiellement en décembre dernier. Donc, on aura l'occasion au cours des prochains mois, des prochaines années, de voir évoluer cette nouvelle organisation, mais aussi, encore une fois, de se questionner, de voir comment la santé publique, par un aspect de promotion et de prévention de la santé, peut prendre sa place dans cette nouvelle mouture. Et évidemment, la révision de la loi sur la santé publique, qui avait été annoncée à l'origine. On se disait, en refaisant la mouture, l'organisation, c'est peut-être une opportunité, une occasion de revoir notre loi de santé publique avec l'essai-erreur qu'on a fait avec la pandémie. Cette porte a été fermée par le gouvernement pour le moment, mais il semblerait qu'il y aurait peut-être une opportunité et que ce sera à garder à l'œil pour les prochaines années et de se dire, si on fait la révision de cette loi, que voulons-nous? Qu'est-ce que nous espérons et quelles sont nos ambitions, finalement, pour notre santé publique, pour pouvoir mettre de l'avant cette fameuse prévention dont on a parlé, dont Anne-Marie a parlé précédemment et dans les blocs précédents et au sommet l'année dernière. Parce que finalement, l'objectif de tout ça, c'est vraiment de faire de la santé l'affaire de tous et la responsabilité de tous pour réduire la maladie et non plus traiter, en fait, vraiment réduire et faire de la prévention et non plus traiter uniquement la maladie. Et comment on fait ça plus concrètement? Mais je crois que c'est vraiment
de vraiment transformer et mettre l'accent sur des orientations et vraiment miser nos orientations sur la prévention et la promotion de la santé. Et ça passe nécessairement par une structure qui met de l'avant cette prévention. Et c'est un peu de cette manière qu'on pourra faire et assurer une efficacité. Parce que finalement, quand on parle d'organisation de la santé, généralement, on va penser à des grands concepts. On a parlé d'efficacité de système, d'assurer la rapidité du traitement des patients, assurer que les patients reçoivent les médicaments ou les traitements pour eux. Mais finalement, pourquoi ne repensons pas un peu toute cette structure pour mettre de l'avant en disant, mais avant de se rendre jusque-là, c'est de penser à la prévention, penser à gérer l'humain et penser que l'efficacité, finalement, qui est au cœur de ces projets, de ces réflexions d'organisation de notre système, mais c'est peut-être la prévention qui est la base. Donc, vraiment de prendre en priorité cette prévention et d'assurer, par le fait même, la force du réseau de la santé. Quand on parle du réseau, on pense souvent à nos hôpitaux, aux établissements, les CLSC, mais il ne faut pas oublier aussi l'ensemble des acteurs qui créent ce réseau de la santé publique, qui sont, par exemple, les municipalités, les groupes communautaires, et c'est tous ensemble, on l'a dit dans les conférences précédentes, là, c'était une introduction extraordinaire, c'est toute cette force et toute cette multiplicité d'acteurs qui fait la force, qui vont permettre, en œuvrant tous ensemble, de mettre de l'avant cette priorité de la prévention. Donc, il faut trouver une manière aussi de mettre les rôles et les fonctions de la santé publique que des fois, on a tendance à oublier. Donc, on parle de surveillance, on parle de prévention, de conseils de santé publique. Comment les mettre de l'avant et que finalement, nos structures et nos textes de loi, parce que bon, je suis avocate, on va parler de loi un petit peu ensemble ce matin, comment ça peut se traduire? Donc, dans des grands concepts, dans des grands textes de loi, comment on peut venir le mettre et que ça illustre que c'est finalement une volonté, une vision de prévention et de long terme. Bien, ça passe par la valorisation aussi de l'expertise de santé publique et de ses acteurs. Donc, de vraiment aller chercher la force de chacun et de s'assurer que le texte les mette de l'avant à la bonne place et au rôle qu'ils peuvent occuper pour venir tous ensemble être complémentaires. Je parlais de conception humaine de la maladie, mais c'est pas de la maladie, mais de la santé durable. Cette conception humaine doit passer par cette vision long terme qui est la santé durable. On a expliqué un petit peu ce que ça signifiait. C'est vraiment un concept plus large qui vient chercher l'ensemble des déterminants de la santé. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Mais vraiment, quand cette performance est pensée, pas sur les 4 prochaines années ou les 2 prochaines années, où il faut que le bilan est réduit à la fin de l'année, ça ne fonctionnera pas parce que cette prévention et ce grand marathon et de penser qu'à l'âge de déjà enfant, plus tard, nos enfants, nos générations futures n'auront peut-être pas besoin de se rendre jusque dans les hôpitaux. Donc, c'est vraiment de remettre ça. Et comment on peut le faire? Bien, c'est en investissant en prévention, en mettant l'argent et les moyens nécessaires. Donc, c'est un des moyens plus concrètement. Et c'est ensuite en le remettant au cœur du discours. Parce que c'est un discours qu'on entend très peu au niveau de la santé durable. Donc, concrètement, lorsqu'on parle de loi, je le mentionnais, la loi sur la santé publique, qui n'a pas encore été modifiée, qui n'a pas été modifiée depuis la pandémie, est restée un peu, est efficace, parle de santé, a un désir de vision long terme, mais quand on regarde plus en profondeur cette loi, on se rend compte dans les articles suivants, passé l'objectif initial de vision long terme, qu'on parle beaucoup de maladies. On a encore cette vision un peu plus court terme et on parle très peu de santé durable. On va parler de traitement, de santé physique à laquelle on peut penser. Donc, pourquoi ne pas reprendre ces concepts, ces grands déterminants de la santé déterminés par l'OMS, donc qui vient parler autant de santé psychologique, de bien-être, de santé physique, d'environnement sain et sécuritaire, de conditions favorables à notre bien-être, pourquoi ne pas l'intégrer dans notre loi sur la santé publique, ce qui donnerait finalement, la valorisation à nos acteurs de santé publique, mais aussi ça donnerait un peu cette motivation et cette vision. Ça donnerait les incitatifs à nos décideurs et aux acteurs même de dire, bien, j'ai les coups des franches et c'est bel et bien la vision que nous voulons. Et donc, je peux
agir en ce sens et il faut faire de la prévention notre priorité. Donc, vraiment, déjà, parler, changer le discours et intégrer davantage dans nos projets de loi et nos règlements la notion de santé durable. Ensuite, l'indépendance. Donc, indépendance et expertise. J'en ai glissé mot. On a le réseau et les acteurs qui touchent à la santé publique ont une force, une expertise essentielle. Il faut pouvoir la mettre de l'avant. Il faut que nos lois mettent cette expertise à l'avant-plan et que ça se reflète et qu'on assure leur indépendance. Parce que finalement, ce qui est souvent ressorti, c'est la perception que les gens avaient des fois de la santé publique était « Oh, c'est peut-être finalement de la paperasse de plus, la santé publique. Ah, c'est peut-être... ils vont nous parler de masques, par exemple. » Mais finalement, on passe à côté, puisque c'est vraiment de faire de la prévention et, en bout de ligne, réduire la charge des employés du réseau, réduire le nombre de patients. C'est comme ça qu'on va y arriver, et pour le faire, il faut que les gens puissent avoir confiance, donc que ce soit crédible, que l'expertise soit mise de l'avant. Et donc, quand on parle, par exemple, de clarifier des fois les rôles. Donc, on parle du directeur national de santé publique, par exemple, les rôles des directions de santé publique, donc les directions régionales. Il faut que ces rôles puissent être clarifiés et mettre de l'avant tout ce qu'ils peuvent offrir au reste du réseau. On peut penser aussi à l'INSPQ, par exemple. On pourrait rendre plus accessibles aussi les recommandations, rendre que ce soit public ou les rendre plus disponibles pour le public pour voir, bien, regardez, la santé publique ne fait pas uniquement parler de masques, il peut aller beaucoup plus large. Donc, en rendant tout ça disponible et en le traduisant dans notre loi, ça ne peut que faire des bénéfices. Et finalement, c'est aussi de rendre ce rôle de conseiller scientifique, parce que la santé publique, c'est un peu ça, c'est le conseiller scientifique en santé publique du gouvernement. Bien, il faut que ça puisse se traduire au sein des autres ministères. Et ça puisse, parce que finalement, la santé publique, c'est tout. Ça peut toucher à beaucoup de choses, éducation, environnement. Bien, il faut que cette expertise puisse être utilisée par les autres ministères également. Et comment, notamment, ça pourrait se faire? Bien, c'est une bonification du fameux article 54. Je vous rassure, je ne vous demande pas de le savoir par cœur ce matin. Je vais vous le résumer. Oui, Hélène a une bonne suggestion, c'est votre question d'examen de fin de journée. L'article 54 vient parler des effets ou de l'évaluation d'impact à la santé et il vient donner le rôle au ministre de la Santé. Oups, j'ai accroché, excusez-moi. Le rôle au ministre de la Santé, le rôle de conseiller scientifique du gouvernement en matière de santé publique et pour ce faire, de lui donner le pouvoir de faire des évaluations d'impact à la santé. Toutefois, ce qu'on remarque, une chose étrange, c'est que ce rôle de conseiller, le directeur national de santé publique ne fait pas du tout partie de cet article. Donc, c'est uniquement le ministre qui a ce rôle, alors qu'on se doute très bien que l'expert en soi, bien, il doit demander des recommandations aux conseillers, aux directions régionales de santé publique ou au directeur national de santé publique. Donc, ça pourrait être intéressant et important de lui donner, de redonner cette valeur, notamment dans cet article qui est finalement une des bases de la santé publique ou de l'évaluation d'impact. Également, c'est bien beau de donner un rôle, il faut donner un peu le pouvoir. Et les évaluations d'impact à la santé, le ministère l'a reconnu depuis plusieurs années, c'est un des principaux moyens pour bien analyser les impacts possibles, positifs et négatifs, sur des politiques, sur différents aspects de notre santé. À l'heure actuelle, on comprend que le Québec a été quand même précurseur, a été un modèle en adoptant un article comme ça dans sa loi de santé publique, mais la perfection n'est pas encore atteinte et on pourrait bonifier et s'assurer de rester précurseur en établissant, par exemple, en exigeant les évaluations d'impact à la santé qui ne sont pas alors, en ce moment, obligatoires. On comprend que beaucoup de ministères le font, mais ce n'est pas nécessairement dans tous les cas, ce n'est pas toujours très clair savoir quand c'est fait ou pas. Donc ça pourrait être déjà une solution assez facile ou à court terme là, pour améliorer et revaloriser le rôle de la santé publique. Et finalement, je veux juste... Puis toujours, là, je parlais de transparence, bien, que ces évaluations d'impact, lorsqu'il est possible, de les rendre accessibles et disponibles. Parce que, bon, une évaluation, lorsque c'est fait, bien, ça peut aider d'autres ministères, mais ça peut aussi aider les chercheurs, les groupes de la recherche et la population à avoir confiance et à la crédibilité du milieu de la santé.
Et finalement, puisque cette santé publique, cette prévention et promotion de la santé est partout, bien, c'est finalement les rôles de pas vraiment tout le monde, comme c'est le rôle de tout le monde. Donc, comment pourrait-on faire? Le ministère de la Santé ne peut pas voir à tout, ne pourrait pas commencer à parler, éducation, logement, finances. Donc, comment s'assurer que cette vision transcende un peu tous ces ministères et qu'on s'assure la priorité à la prévention et promotion de la santé? Ce qui est avancé, ce qu'on propose, c'est d'assurer une structure dédiée à cette prévention. Et donc, un organisme vraiment est pour mission de consulter et d'assurer cette prévention et promotion de la santé durable. Ça pourrait avoir plusieurs formes. On peut penser, par exemple, à des conseils, à des bureaux, à un autre ministère, mais le secrétariat est peut-être aussi une forme qui vient un peu assurer cette indépendance, mais aussi son rôle et son pouvoir un peu plus décisionnel en étant proche, par exemple, du conseil exécutif. On peut penser le conseil de la jeunesse auparavant, le secrétariat à la jeunesse qui relevait du conseil exécutif. Donc, ça pourrait être une structure, par exemple. Donc, ça, comme je l'ai dit, ça pourrait prendre plusieurs formes légalement, mais cette structure pourrait finalement parler à l'ensemble des ministères et on pourrait s'assurer que dans l'ensemble des politiques et des projets de loi qui sont adoptés ou proposés, la notion de santé durable et de prévention, promotion de la santé puisse être un peu partout. Donc, ce sont que quelques idées. C'est une discussion qui est encore en cours. On va pouvoir avoir l'occasion d'en discuter et de regarder comment le projet de loi 15 là, évolue, maintenant plus la loi, évolue et comment ça se traduit. Mais ça pourra vraiment être des occasions de réfléchir tous ensemble. Et là, je vous invite vraiment à nous contacter, puisqu'on crée un réseau tranquillement pour discuter de ces divers sujets de gouvernance. Mémoire qui a été déposée dans le cadre des consultations sur le projet de loi 15 que vous pouvez consulter, qui donne plus de détails sur ce que j'ai présenté ce matin. Et comme je le disais, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous voulez prendre part à cette grande conversation qui est essentielle pour le futur de notre système de soins et de santé pour ne pas gérer la maladie, mais bien prévenir. Donc, merci à tous. Merci. Bravo. Merci, Marianne Dessureau. J'aime beaucoup cette image, on doit tous ramer, puis tous s'en aller dans le même sens, puis on ne veut pas que maintenir le bateau à flot. Merci, Marianne. Notre prochain duo de présentateurs. Alors, il sera formé de Julie Lévesque, qui est conseillère scientifique à l'INSPQ. Elle est dévouée à la promotion de la santé depuis plus de 25 ans. Elle possède plusieurs expertises qui touchent la santé urbaine et communautaire, le transfert de connaissances, la solitude et l'isolement comme enjeux de santé publique. Elle préside aussi le réseau francophone international pour la promotion de la santé. Elle sera suivie d'Alexandre Pirch, qui est anthropologue et qui détient une maîtrise en santé publique. Il possède une solide expérience de développement de services sociaux pour des adultes avec un trouble de santé mentale sévère. Aujourd'hui, il est coordonnateur à l'analyse et à la recherche à la ville de Gatineau, donc on se transportera en Outaouais, dans une équipe dédiée à la planification et au développement des communautés. On vous cède la parole. Donc, bonjour vous tous, bonjour aux participants de Québec, bonjour aussi à tous les participants qui sont en ligne. Merci à la SPQ de me donner la chance de prendre la parole. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 sujets. Donc, le premier, je vais prendre rapidement une présentation d'un cadre d'analyse systémique qui a été rédigé par l'Institut national de santé publique qui met en lumière comment les municipalités contribuent à la création d'environnements favorables à la santé et à la qualité de vie. J'ai coordonné le projet, mais c'est vraiment un travail d'équipe qui a mobilisé plusieurs experts. Ensuite, je vais vous exposer le rôle des municipalités en prévention, promotion, qui est reconnu au Québec, mais aussi sur la scène internationale. Et puis, je vais vous décrire 6 environnements sur lesquels les municipalités peuvent agir avec un exemple bien concret parce que le temps alloué est très court. Alors voilà, on va commencer par le cadre systémique. Donc, évidemment, vous le savez tous, les municipalités sont des alliés de longue date en promotion de la santé et en prévention, mais elles n'utilisent pas nécessairement les mêmes concepts et le même langage. Alors, si on s'amuse à faire une petite
adaptation de Molière, version 2024, on pourrait bien entendre « Par ma foi, il y a plus de 40 ans que j'agis sur les déterminants de la santé avec une approche écologique de la santé pour réduire les inégalités sociales de la santé et développer des environnements favorables sans que j'en suce rien. » Donc, évidemment, on a des langages différents d'un secteur à l'autre et il faut en être conscient. Donc, nous avons obtenu un mandat du ministère. Ce mandat, c'est la page couverture. Il consistait à faire une synthèse des connaissances, donc de regarder la littérature internationale, regarder la littérature scientifique, regarder un peu ce qui se dit au Québec et de faire une synthèse de tout ça. Et mettre en lumière tous les facteurs sur lesquels les municipalités peuvent agir pour améliorer la santé et la qualité de vie et le bien-être de la population. Donc, voilà. Évidemment, notre public cible, c'est notamment les municipalités. Les municipalités, on est beaucoup à viser ce secteur parce qu'ils ont beaucoup de leviers. Alors, il y a beaucoup de cadres. Pourquoi un nouveau document? Pourquoi un autre guide? Eh bien, il y en a déjà beaucoup qui sont disponibles au Québec et partout à travers le monde. Il y en a beaucoup, mais souvent on aborde municipalité et une thématique particulière, comme ville sécuritaire. Ou bien on va aborder des guides avec municipalité amis des années. Tout ça, c'est très, très bon. Nous, ce qu'on a proposé, c'est une analyse, une vue d'ensemble de toutes ces thématiques et de toutes ces populations cibles dans un seul document. Alors voilà la pertinence et la spécificité de notre document. Alors ça, c'est notre escargot qui fait un peu une synthèse de ce que vous allez lire en lecture de chevet ce soir, si vous avez le goût de bien dormir. Donc ça, c'est un escargot. Pourquoi l'escargot? Eh bien, ça représente un peu le côté systémique. Et quelqu'un me disait, Julie, il faut absolument que tu trouves une image poreux, parce que chaque environnement, chaque enjeu, chaque levier, tout ça est interconnecté, il y a des liens à faire, puis il faut éviter de créer des cases, puis vraiment trouver une façon d'illustrer pour justement montrer le côté systémique de notre modèle. Sans plus tarder, je me lance dans mon deuxième sujet qui est... Ah, ça c'est une erreur. Donc, au Québec, on a beaucoup de politiques gouvernementales, des plans d'action, des stratégies qui convergent vers l'idée que les municipalités ont des leviers pour agir sur plusieurs enjeux et facteurs ayant une influence sur la santé. On ne va pas les nommer, il y en a beaucoup. La même chose au niveau international. Il y a un consensus sur les grandes instances internationales, l'OMS, pour l'importance de réunir les conditions nécessaires pour développer des municipalités inclusives, saines, durables et résilientes. Alors, il y a beaucoup d'enjeux, vous le savez, on en a nommé plusieurs ce matin. Les municipalités ont des enjeux complexes et évolutifs avec lesquels elles doivent composer. Donc, on sait dans les dernières années, les changements climatiques, les inondations, la crise du logement, l'itinérance, des changements démographiques, vieillissement, mais aussi diversité plus grande de nos populations, les feux, la pollution. Donc, ce n'est pas les enjeux qui manquent en ce moment dans le monde municipal. Et ce que la littérature dit, c'est que pour être capable de faire face à ces enjeux complexes, eh bien, il faut avoir des approches plus systémiques, plus intégrées, plus globales. En d'autres mots, il faut briser les silos et créer des collaborations interdisciplinaires et intersectorielles. Alors, vous le savez déjà, mais c'est ce que la littérature confirme. Donc, troisième portion, les environnements. Donc, les 6 environnements. Donc, on dit dans la littérature que les milieux de vie sont façonnés par une diversité d'éléments de leur environnement politique, économique, bâti, naturel, social et culturel. Alors, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, je vais vous présenter chaque environnement avec un exemple concret de ce que ça implique dans le monde municipal. L'environnement politique. Donc, ça fait quand même quelques décennies qu'on dit qu'il faut inclure la santé dans toutes nos politiques provinciales, mais également politiques municipales. Les municipalités ont beaucoup de politiques sur toutes sortes de thématiques
Et ces politiques peuvent vraiment contribuer à l'amélioration de la qualité de vie santé, mais l'environnement politique inclut également les lois, les règlements, la gouvernance et la participation. Si vous voulez en savoir davantage sur l'environnement politique, je vous invite à lire le document. L'environnement économique, eh bien ça, c'est tout ce qui est marché de l'emploi, les conditions de travail, le revenu, le prix. Ça, c'est 2 exemples, parce que tout ça, souvent, c'est abstrait, les environnements. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie pour le monde municipal concrètement? Bien, voilà 2 exemples. Ici, on a l'exemple de ce que ça peut vouloir dire, moduler la tarification des services municipaux pouvant affecter la santé et la qualité de vie des populations en fonction de différentes populations. Donc, à Québec, ils ont offert gratuitement des billets culturels à des personnes à faible revenu. C'est un exemple. Zoner le territoire pour la santé, de plus en plus dans la littérature émergente, on parle des déterminants commerciaux de la santé. Et c'est en fait l'influence des entreprises qui peuvent être positives ou négatives sur la santé des environnements. Donc, c'est quand même à prendre en considération. Et les villes le vivent concrètement, ces déterminants commerciaux-là. Environnement bâti. Eh bien, l'environnement bâti, c'est l'aménagement des quartiers, nos systèmes alimentaires, la configuration de nos réseaux routiers, nos quartiers, les logements, tout ça influence la santé et vous le savez tous que les municipalités ont beaucoup de leviers pour créer des environnements bâtis favorables à la santé. Si on pense à installer des bancs, aménagement de pistes cyclables, ce n'est que quelques exemples. Vous allez en retrouver beaucoup plus dans le document. Ensuite, l'environnement naturel, on parle de plus en plus, je pense que demain, vous allez avoir une conférence sur une seule santé urbaine. C'est quoi ça, une seule santé? Bien, c'est de prendre conscience que la santé des humains, la santé des animaux, la santé de nos écosystèmes, l'eau, l'air, les sols sont très, très étroitement interreliés. C'est évidemment proche de la santé durable. Et si on veut vraiment tenir compte de l'environnement naturel, bien, il faut avoir cette perspective globale. Donc, il y a beaucoup de municipalités. Maintenant, il y a Municipalité Amis des abeilles et des papillons, nouveau mouvement où plusieurs villes québécoises y ont adhéré. La protection des cours d'eau, nos animaux de compagnie qui ont besoin de courir et qui nous permettent aussi de prendre l'air et de marcher. Donc, nos santé, il faut s'occuper de la santé sous une perspective d'une seule santé, également dans le monde municipal. Et les municipalités le font déjà. Environnement social. Alors là, vous vous demandez pourquoi j'ai mis ces 2 cochons d'Inde. J'en ai 2 à la maison. Mais à votre avis, si je vous demande dans votre tête, qu'est-ce qu'on a en commun, nous, ici, dans la salle, et ces 2 jolis petits cochons d'Inde? Alors, je vous laisse y réfléchir. Alors, la réponse est, bruit de tambour, eh bien, en Suisse, il est devenu illégal de posséder un seul cochon d'Inde, car le cochon d'Inde va souffrir de solitude et son espérance de vie va être réduite de presque la moitié. Donc, en fait, pourquoi je vous parle des cochons d'Inde, c'est que nous, les humains, c'est exactement la même chose. La littérature, des études qui ont démontré que la solitude, souffrir de solitude, donc on n'est pas en train de parler de la solitude positive, là, mais celle qui fait mal, c'est un facteur de risque sur la santé qui est aussi élevé que le tabagisme, l'obésité, la consommation d'alcool, la pollution de l'air. Donc, c'est une épidémie silencieuse et invisible, notamment chez les jeunes adultes, parce que souvent on dit « Ah oui, la solitude, c'est les personnes aînées. » Non, non, non. C'est de plus en plus documenté que les jeunes adultes sont une population vulnérable et il y a d'ailleurs eu un reportage sur le sujet la semaine passée aux nouvelles de Novo, au bulletin de nouvelles. Voilà pour l'environnement social. Donc, ce que nous avons besoin dans nos villes et nos villages, c'est des villes relationnelles, des municipalités relationnelles où on crée des liens sociaux positifs, sains, des sentiments de sécurité, de la cohésion sociale, de la participation sociale
et communautaire et un vivre ensemble sain. Et beaucoup de municipalités y travaillent déjà très bien. Il faut juste poursuivre le travail et en être conscient de cet enjeu très important pour la santé de nos populations. Et puis finalement, l'environnement culturel. Donc, l'OMS a commandé une synthèse de connaissances sur quelles sont les évidences scientifiques sur le rôle des arts pour améliorer la santé et la qualité de vie. Et puis, bien, les conclusions sont quand même très prometteuses dans le sens qu'on se rend compte que les humains, on a besoin d'avoir des arts, différentes formes d'art dans nos vies pour ressentir du bien-être et avoir de la santé. On l'a vu pendant la COVID, quand on était isolés, il y a eu des manifestations culturelles, artistiques qui ont fait du bien. Donc, voilà un autre facteur. Et là encore, les villes ont beaucoup de leviers pour agir sur l'environnement culturel. Donc, voilà, j'arrive aux cinq principes. Ça, je ne vais pas aller dans le détail, vous irez les lire dans le document. Donc, les principes, c'est l'inclusion, l'équité, la sécurité, la résilience et la durabilité. Et ces grands principes-là devraient, dans le meilleur des mondes, être inclus dans toutes les politiques, toutes les actions municipales. Donc, c'est transversal, puis c'est un peu d'avoir cette perspective de ces grands principes dans l'aide à la décision des actions municipales. Alors, j'arrive à ma conclusion. Donc, évidemment, première conclusion, est-ce que les municipalités sont au rendez-vous et sont des partenaires incontournables en prévention, promotion? Eh bien, la réponse est oui, et ça fait des années qu'elles le sont. Elles pourraient l'être davantage. Les défis et les enjeux sont extrêmement complexes et évolutifs, ce qui exige une grande capacité d'adaptation et de résilience de la part des municipalités. On l'a vu dans la crise de la COVID, il y a beaucoup de municipalités qui ont réagi très vite et sont devenus des leaders dans leur communauté pour coordonner les actions. Les municipalités ne peuvent pas agir seules. Donc, ça prend des partenariats essentiels, des dialogues. Il faut adapter nos langages, il faut créer des synergies entre les différents paliers de gouvernement, entre les secteurs. On ne peut pas laisser les municipalités agir seules, mais elles sont des partenaires incontournables. Troisième message, agir sur les environnements égale santé durable. Et il faut miser sur des approches plus intégrées, systémiques, interdisciplinaires et intersectorielles. Donc, je vous remercie beaucoup, puis je vous invite à lire le document si vous avez le goût d'approfondir le sujet. Merci beaucoup pour cette présentation très illustrée, très imagée et passionnante. On va maintenant entendre Alexandre Pirch. À vous la parole. Merci d'être là. Bonjour tout le monde. Mon nom est Alexandre Pirch. Comme c'était mentionné, je suis coordonnateur à l'analyse et la recherche à la ville de Gatineau dans une équipe qui s'appelle Planification et développement des communautés. Mon rôle, en gros, c'est de mettre dans la recette de la prise de décision de la littérature scientifique et des données. En gros, là, c'est vraiment ça, soutenir la prise de décision à l'aide de la science. Et c'est à ce titre-là que je viens vous voir. J'aimerais faire une petite correction sur ma biographie. Je n'ai pas de maîtrise en santé publique, mais bien une maîtrise en administration publique qui a été fortement orientée sur la santé publique. Rapidement, mise en contexte ici, les grandes villes du Québec ont connu des changements importants au cours des 20 dernières années. Dans le cas de la ville de Gatineau, qui a été créée en 2002, à cette époque-là, les municipalités offraient des services à la population, des services de base qui vont de la voirie au camp de jour, à la programmation d'activités estivales, etc. 20 ans plus tard, on demande beaucoup plus maintenant aux municipalités en matière de services à la population. On nous demande notamment d'adapter ces services-là à différents types de clientèle ou de population, que ce soit les familles, les personnes en situation de handicap, les aînés, les communautés culturelles, la diversité. Toutes les questions d'inclusion, de la diversité sociale et culturelle sont rentrées en compte également. Donc, on parle beaucoup ici d'accès à la citoyenneté également.
Puis aussi, on nous demande maintenant d'assumer certains mandats qu'on pourrait appeler santé publique, notamment l'itinérance qui nous secoue fortement depuis quelque temps. À Gatineau, la situation est vraiment, vraiment très, très différente de ce que ça pouvait être auparavant. Donc, en gros, maintenant, les municipalités, plus qu'offrir des services à la population, elles mettent en place des environnements favorables non seulement à la santé, mais aussi au développement des individus et des communautés. Pour Gatineau, ce changement-là, ça a donné ceci. Et ça, c'est les mandats que mon équipe, en tout cas mon équipe, c'est-à-dire le service des loisirs, des sports et du développement des communautés, c'est ce qu'on a accumulé au cours de ces 20 dernières années-là. On a donc une politique en matière de loisirs, de sport de plein air. Ça nous permet de répondre à un mandat, une compétence ville qui est l'organisation du sport et du loisir et du développement communautaire sur le territoire. On a une politique d'adaptation pour la famille, donc vers un idéal pour la famille, adapter nos services pour les familles. Une politique du vivre ensemble qui s'occupe également de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants. Une politique de développement social, ça c'est maintenant une obligation pour les grandes villes du Québec, les 10 plus grandes. Au niveau de l'accueil et l'intégration, c'est une délégation du ministère de l'Immigration et de la Francisation. On a d'autres petits bouts aussi. On a une politique alimentaire pour favoriser l'accès à des aliments nutritifs dans nos installations. Cadre de référence en itinérant. On a connu une augmentation d'à peu près 140-180 de personnes dans cette situation-là depuis 2018 à Gatineau. On a un campement maintenant en plein centre-ville. Ce n'était pas du tout envisageable auparavant. Stratégie jeunesse pour favoriser la participation citoyenne des 12-17. On a embarqué dans Gatineau Municipalité Amis des aînés, qui a été mentionné plus tôt aujourd'hui. Puis on a aussi une autre obligation qui est d'adapter les services municipaux aux personnes en situation de handicap. C'est le cas de toutes les municipalités de 15 000 habitants et plus. Donc, vous voyez que ça couvre quelque chose qui est très, très large et qui s'est bâti à travers le temps. Donc, c'est l'image du millefeuille, si vous voulez. Donc, chacun de ces mandats-là, obligations, compétences allouées par le gouvernement qu'on assume, n'ont pas été travaillés tout ensemble. Donc, c'est tout du millefeuille. Et ça pose problème éventuellement pour nos équipes, puis au niveau des opérations, ça devient compliqué. L'ensemble des documents que je vous ai montrés tout à l'heure, ils comportent à peu près une vingtaine d'axes directeurs, puis une quarantaine de valeurs ou principes directeurs différents. Donc, on se retrouve avec une situation où ça devient très, très compliqué et on produit de l'incohérence à un moment donné dans ce qu'on veut faire. On a donc réfléchi à tout ça, comme les autres villes d'ailleurs, ce qu'on fait n'est pas très, très différent à Gatineau. Peut-être que ce projet-là que je présente est un petit peu plus intense, là, je dirais, là, mais l'idée, c'est de se doter d'une politique cadre et d'hiérarchiser les mandats, parce qu'il y en a qui sont, disons, plus globaux que d'autres. Le développement social, par exemple, peut être vu comme quelque chose qui est plus global que l'accueil et l'intégration. Et aussi, certains de ces mandats-là peuvent devenir les moyens des autres. Par exemple, l'activité physique, qui est une de nos compétences, eh bien, ça peut devenir un moyen d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants sur le territoire. Mais ça ne se fait pas systématiquement maintenant. L'idée, c'est de se donner un cadre conceptuel qui va nous permettre de faire ça. Et donc, on a des mandats, on a des outils ici. C'est les principaux qu'on a, c'est une catégorisation très large, mais on a les politiques, la programmation. Programmation, on parle vraiment là, de toute la planification, que ce soit des infrastructures ou des activités. Et on a aussi la réglementation qui nous permet aussi d'avoir une certaine influence. Tout ça pour des citoyens qui sont différents, qui vont vivre des enjeux différents, et notamment au niveau de la santé. Alors là, ce que vous voyez, ce sont les déterminants de la santé qui sont touchés par les mandats, compétences, obligations que je vous ai montrés dans la diapo précédente. On parle d'activité physique, alimentation, espace vert, milieu sécuritaire, accessible, les liens sociaux et le soutien communautaire, l'acculturation,
la discrimination et les liens familiaux, donc beaucoup dans les déterminants sociaux de la santé, bien, bien évidemment. Fait qu'on a décidé d'utiliser le modèle que Julie vous a présenté. Moi, j'ai eu l'occasion de le réviser pendant qu'elle préparait tout ça avec son équipe. Et puis, j'ai ramené ça chez moi. On a commencé à jouer avec ça. Et c'est le modèle qu'on utilise pour essayer de voir un petit peu, ben oui, comment on va réorganiser tous ces mandats, compétences, obligations d'une façon un peu plus systémique, puis qui nous permettent d'avoir un meilleur impact, si on veut, au niveau de la population, mais notamment des enjeux que la population vit. Je vais passer un petit peu de temps là-dessus parce que Julie m'a demandé de le faire, puis c'est vrai que c'est important. Parce qu'une des choses qu'on doit faire, c'est de bien définir, cerner et distribuer les enjeux que la population d'une municipalité peut vivre sur le territoire. On ne peut plus faire vraiment du mur à mur. Pour Gatineau, par exemple, depuis sa naissance en 2002, c'est une ville qui est en croissance et assez importante, en fait, qui n'est pas maîtrisée, carrément. Dans certains secteurs de la ville, on ne maîtrise pas la croissance. C'est une ville également qui, comme le reste du Québec, est en vieillissement. Donc, une augmentation de la proportion des personnes de 65 ans et plus, c'est un enjeu, bien évidemment. C'est une ville également qui se diversifie. En 2002, on avait 5 de la population qui était membre d'une minorité visible. On est à 20 maintenant aujourd'hui à Gatineau, donc très, très forte diversification. Population immigrante beaucoup plus importante également sur le territoire. Bien sûr, dès qu'on parle de diversification, eh bien, on parle aussi de participation différenciée. Donc, les gens ne sont pas égaux face à leur accès aux services publics. Je vais revenir un petit peu. Mais donc, enjeu démographique, il faut qu'on tackle cet enjeu-là. Bien évidemment, les changements climatiques, je n'apprends rien à personne, mais à Gatineau, c'est maintenant annuel qu'on doit qu'on doit réveiller notre centre de mesures d'urgence pour gérer une urgence qui est due au climat. C'est réellement annuel, là, je n'exagère absolument pas. Et ça, c'est en plus, on peut rajouter la pandémie par-dessus ça. Je vous ai mentionné l'itinérance. Je mentionne l'éthique aussi. On travaille beaucoup dans le domaine du loisir, du sport et tout ça, et vous n'êtes pas sans savoir. On regarde l'attention médiatique sur le sujet. Ça devient un enjeu important avec, entre autres, les changements de normes par rapport à qu'est-ce qui est accepté et tout ça. Donc, c'est un enjeu pour nous également. La pandémie a amené une baisse de l'activité physique et de la santé perçue des gens. Donc, ça, c'est également un enjeu pour nous. Juste avant la pandémie, on montait. Nos indices montaient en matière d'atteinte du 60 minutes pour les enfants puis du 30 minutes pour les adultes. Et puis là, on a repris la débarque. Peut-être que ça va rebondir, là, on ne le sait pas encore. Participation différenciée, bien, c'est ça que je mentionnais. C'est pas juste au niveau de la diversité culturelle, mais également socio-économique. On sait très bien qu'il y a des citoyens qui ont moins accès ou que c'est plus difficile d'avoir accès à différents services qui pourraient avoir un impact intéressant sur leur santé. Et c'est pas pris de façon systématique encore non plus. Est-ce que quelqu'un essaie de me parler? Non? OK, super. Et les changements de comportement. Donc, il y a eu des changements de comportement importants dus à la pandémie en matière, entre autres, de consommation de biens en activité physique ou en loisirs. Les parcs, par exemple, ont pris énormément d'importance. Et donc, tous ces enjeux-là, on a besoin de bien les définir. Vous avez mentionné plus tôt dans la journée les études d'impact sur la santé. On est en train de se rabibocher un petit peu avec notre direction publique régionale chez nous pour qu'on puisse accompagner cet exercice-là de ce dispositif d'évaluation-là qui va sincèrement beaucoup nous aider pour le faire. Nous, c'est comme ça qu'on explique le modèle à ma gang chez nous parce que ça reste quand même un langage, un jargon de santé publique qui correspond peu, je dirais, au jargon culturel du côté du municipal. Donc, il y a besoin vraiment là, de simplifier ces choses-là pour les intervenants. Oh, excusez-moi. Donc, en gros, j'explique qu'on a des enjeux, qu'on a des moyens, qu'on a des environnements et qu'on est capable d'intervenir sur ces enjeux-là
à la condition qu'on reste à l'intérieur de notre mission comme service de loisirs, qui est d'améliorer la qualité de vie des personnes et des communautés par une offre accessible, sécuritaire et misant sur le partenariat et la participation citoyenne. Les défis, parce que moi, je traîne ce modèle-là maintenant un petit peu partout dans l'administration. J'explique qu'est-ce qu'on fait avec et tout ça. Ça pose des défis, bien évidemment. Je vais en parler un petit peu. C'est un modèle aussi qu'on a commencé à utiliser aussi pour l'éthique, justement, là, en loisirs et en sport, là, pour un petit peu, on est en train de jouer aussi, on est en train de le tester, le modèle. Les défis qu'on rencontre avec cette approche, ce type d'approche-là, puis l'approche santé publique en général, je vous dirais, là, la première, c'est de caisser. De quoi vous nous parlez? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très compliqué. Vos affaires, il y a réellement un besoin de traduction et dans différents langages, que ce soit celui des fonctionnaires municipaux ou de la population. Il faut vraiment, là, il y a un travail là. Il y a une tension dans les municipalités entre leur mandat plus traditionnel, puis je mets des guillemets là-dessus, là, en loisir, et ce qui s'en vient maintenant, ben, ce qui arrive depuis maintenant 20 ans, qui est plus le domaine social. Il y a des gens qui ont été socialisés, qui ont fait leurs études pour faire du loisir. Fait que quand, par exemple, on décide de convertir une aréna en refuge pour personnes en situation de handicap et que c'est du personnel municipal qui côtoie ces gens-là, ben, je peux vous dire qu'un agent de développement loisir, là, il se dit, ben, qu'est-ce que je fais là? Moi, c'est pas pour ça que j'ai signé. C'est pas vrai, là. Moi, j'ai signé là, pour organiser des camps de jour, des, euh, pas des actes de chaleur ou des refuges pour personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est compliqué, ça. Il y a des tensions. Il y a toute la question de l'intégration et des spécificités. Toutes les clientèles qu'on a ciblées dans le temps, qu'on a dotées de planification particulière et tout ça, quand ils nous voient arriver avec des idées d'intégration pour mieux travailler en cohérence, pour aller chercher plus d'impact avec les moyens qu'on utilise, les ressources qu'on met en place ou qu'on met en œuvre, mais ces groupes-là deviennent craintifs. Ils ont l'impression qu'ils pourraient perdre quelque chose. Donc, on a un défi là aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, là, mais il y a du travail à faire parce que l'intégration, Gatineau et les autres villes du Québec, les grandes villes notamment, ils le font quand même depuis quelques années. Le discours d'autorité et jargon, ça revient un petit peu aussi à la première puce de Kessé. J'espère que je suis correct pour le temps, là. Dites-le moi là, si je prends trop de temps, hein. Discours d'autorité et jargon. On veut pouvoir utiliser le langage qui est exact dans notre domaine à nous, même qu'on maîtrise bien. Et ça nous fait du bien à nous, mais ça ne fait pas du bien à ceux qui nous entendent. Il faut qu'on change de posture quand on parle à des gens qui travaillent dans d'autres secteurs que nous. Pour le citoyen, qu'est-ce que ça donne, ces affaires-là? Puis ça, ben, c'est au conseil municipal, quand on a présenté ça, parce que c'était présenté à notre conseil, ben, une des choses qu'on m'a dit, c'est mais ça donne quoi pour le citoyen? Expliquez-nous mieux qu'est-ce que ça donne, parce que nous, on ne le voit pas très, très bien encore. Fait qu'il y a une espèce de connexion difficile à faire entre ce que les gens vivent sur le terrain concrètement, là. C'est pas être capable de rentrer dans une bibliothèque parce que le parcours est mal fait, par exemple, et les grands principes, grandes idées, ce qu'on travaille au niveau des politiques. Il y a une espèce de connexion qu'on a besoin de travailler qui n'est pas claire encore. Dernier point, Alexandre. Dernier point, découpage de la réalité. Québec voit le monde d'une certaine façon et découpe la réalité d'une certaine façon. Les villes le font d'une autre. Ça crée des incohérences entre les programmes, les missions ministérielles et les départements municipaux et ça complique beaucoup les choses. Voilà. Nous, on est parti. Là, c'est ce qui s'en vient, là, mais ça me concerne plus moi. Je vais m'arrêter là. Merci. Désolée de devoir découper la journée comme ça avec tous les conférenciers. Alexandre, merci d'avoir fait un parallèle entre le modèle que Julie nous avait présenté puis les difficultés d'applicabilité aussi dans un contexte
municipale. On vous garde avec nous pour la période d'échange, mais d'abord, on va passer à notre dernière conférencière de l'avant-midi. Isabelle Lisée figure parmi les personnalités importantes qui ont permis la mise en place et la promotion des politiques familiales municipales, une approche unique au Québec. Elle a collaboré au développement de la démarche internationale Municipalité Amis des aînés en partenariat avec le gouvernement du Québec. Et elle est aussi derrière l'implantation du programme d'accréditation Municipalité Amis des enfants en partenariat avec UNICEF. Isabelle Lisée est la directrice générale de l'espace Muni. Elle est devenue une référence pour les enjeux liés aux populations dans un environnement municipal et pour le développement des communautés. Je tiens à dire de ne pas vous inquiéter. Le temps, Isabelle, vous pourrez prendre votre temps. Et puis, ici, l'heure du midi sera plus courte que... Alors, il n'y a pas de souci. On vous écoute, Isabelle. Merci. Merci beaucoup. Merci d'abord à la SPQ, Thomas, Anne-Marie, pour l'organisation de ce deuxième sommet-là, mais aussi d'avoir invité Espace Muni à participer à cet événement qui est fort utile et nécessaire pour la suite des choses pour notre Super Québec. Donc, je débute. Qu'est-ce que je viens ajouter à ces superbes présentations de Alexandre et Julie? Bien, en fait, un autre volet, bien évidemment, on est tout à fait en accord avec tous les propos, les défis, la présentation de mes deux partenaires, je vais le dire ainsi. Mais il y a tout un autre volet aussi au monde municipal et je vais tenter d'illustrer un peu les propos avec cet autre volet-là, qui est le volet, entre autres, des plus petites municipalités au Québec et d'aller un peu plus loin vers certains défis et réalités du monde municipal. Donc, mini présentation d'Espace Muni pour ceux qui le connaissent moins. Espace Muni est né de la fusion de deux organisations qui avaient un beau bagage de plus de 30 ans au Québec. Donc, le Carrefour Action municipale et famille et le Réseau québécois Villes et villages en santé. On représente un réseau de membres de toute taille, de la petite municipalité à notre grande ville de Montréal et Québec, bien évidemment. Et notre rôle est vraiment autour de l'accompagnement des acteurs municipaux sur la qualité de vie, la santé globale, pour les inspirer, les informer, les former, les accompagner, les outiller à ces grandes questions-là qui nous sont présentées aujourd'hui, pour lesquelles on voit bien que les municipalités peuvent avoir une influence positive. Ils peuvent aussi avoir une influence négative, mais on va miser sur le positif aujourd'hui par rapport à ces éléments-là. Chez Espace Muni, donc, suite à cette fusion-là et l'arrivée, plusieurs questions sur justement cette question de santé-là, de qualité de vie pour nos municipalités. Parce que la santé aussi, on en a parlé un peu dans d'autres conférences ce matin, toute la question du curatif versus du préventif, bien évidemment, les municipalités sont plus dans le préventif que dans le curatif, mais avant d'agir, les municipalités ont parfois certaines réserves parce que souvent, ils ont des rôles qui leur sont dévolus avec pas tout ce qui devrait venir autour avec elles. Donc, ils ont des réserves par rapport à leur rôle, même s'ils le voient très bien, parce qu'ils sont le gouvernement de proximité le plus près du citoyen. Donc, c'est la définition avec laquelle on travaille chez Espace Muni et on travaille avec les municipalités. Je pense que vous retrouvez plein de choses là-dedans, évidemment, l'individuel, mais c'est surtout le collectif sur lequel on mise dans les démarches. Et je pense que Julie, dans sa présentation, par les différents environnements, on voit très bien qu'il y a des éléments collectifs et qu'on vise aussi bien sûr le bien-être physique, mental, mais aussi social. Et je pense que ça, c'est un élément très important pour nos communautés et qu'elles s'adaptent à cette réalité-là. Je poursuis. J'ai envie de répondre. Santé et municipalité, le rendez-vous des municipalités, bien absolument. Dans l'actualité, j'ai pris quelques exemples, mais il pourrait en avoir d'autres. Dernièrement, en début d'année, certains journalistes font état de différentes situations, projets, souhaits pour l'année à venir. Et dans la presse, justement, il y avait une journaliste qui, elle, on parlait de science et tout ça, d'intelligence artificielle, mais il y avait une journaliste qui parlait d'isolement. Julie, quand tu faisais état de tes amis les cochons d'Inde, que je ne savais pas, j'ai appris ça en plus, je trouve ça vraiment intéressant. Bien, l'isolement devrait être aussi
au cœur de l'année 2024. Donc, comment on peut le contrer et comment on peut faire en sorte que cet isolement-là soit pas là. On a parlé un peu de loi 15 aussi, donc le rôle des municipalités. Je pense qu'il est là aussi avec Santé Québec, comment les municipalités pourront prendre part à certains conseils régionaux par rapport à ces éléments-là. Mais il reste beaucoup de questions du côté des municipalités de ce point de vue-là aussi. Je vais changer de diapositive. Je n'entrerai pas dans les détails. On en a parlé quand même avec Alexandre et Julie, beaucoup dans ces éléments-là. Évidemment, au moins, on est cohérent, c'est quand même bien. On parle de la même chose. Donc, les pouvoirs, des compétences, des leviers des municipalités. Je pense qu'évidemment, beaucoup de leviers sont politiques. Beaucoup de leviers sont rattachés aux environnements aussi, municipalités, et aux décisions qui vont être prises, qui vont avoir un impact positif ou négatif sur cette santé-là. Il y a beaucoup d'exemples. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été nommés dans les présentations. Donc, toute la question du changement démographique, on a parlé de la réalité de Gatineau, mais ça ne se limite pas à Gatineau, le vieillissement de la population. Beaucoup de territoires, de petits territoires, dans le centre du Québec, entre autres, où il y a une réalité importante de changement démographique lié au vieillissement de la population. On parle aussi d'inégalités sociales de santé, de défavorisation matérielle ou sociale, d'inactivité physique, d'alimentation, de pollution. C'est large, c'est vaste, et les municipalités ont déjà beaucoup de responsabilités de territoire, qui sont là de base, évidemment, qui étaient de santé publique à l'époque. Hein. D'ailleurs, la naissance des municipalités repose sur des besoins de santé publique, là, toute la question de la qualité de l'eau, des aqueducs et tout ça, mais on va beaucoup plus loin aujourd'hui dans ces questions-là et comment les municipalités peuvent évidemment agir sur ces éléments-là. Je vais vous montrer des exemples plus concrets autour de ça. C'est un peu le but que je m'étais donné aussi aujourd'hui, et de vous parler aussi de cette réalité-là des petites municipalités. Bien évidemment, Gatineau reste un modèle très pertinent, une réflexion très sentie, très ancrée aussi dans les pratiques de cette municipalité-là. Mais le Québec est aussi composé de plus petites municipalités. Donc, on parle d'une majorité, en fait, de petites municipalités. On parle de plus de 700 municipalités qui sont au moins en bas de 10 000 habitants. Donc, la réalité est bien différente. Mais on peut agir quand même à toutes les échelles de nos municipalités. Évidemment, quelques exemples en lien avec la promotion. On peut parler de jeux libres, on peut parler de bénévolat. Tu sais, il y a vraiment différents. Il y a l'action physique, il y a l'alimentation, il y a le relationnel sur lequel il y a des politiques, évidemment, des réglementations. Ça va dans tous les sens, des semaines thématiques de sensibilisation. Vous pensez que... Mais c'est vraiment là. On a fait d'ailleurs une petite étude, petite parenthèse, sur la question des enfants à besoins particuliers dans les municipalités. Et à notre grande surprise, il y avait certaines municipalités qui nous disaient qu'il n'y avait aucun enfant à besoins particuliers dans leur municipalité. Et tant mieux, on était contents pour eux, mais on voulait aller un peu plus loin dans cette vision-là de leur milieu et tout ça. Puis on a poussé plus loin. Donc, ça va dans tous les sens de prendre connaissance, quand on fait une politique, du portrait de sa communauté, de consulter nos citoyennes et nos citoyens pour faire en sorte qu'ils soient partie prenante de cette santé-là et de cette qualité de vie-là. Mais ce sont tous des rôles que les municipalités peuvent amplement jouer. D'autres images aussi ici de rôles qui viennent donner un sens. Que j'aime de ces photos-là qu'on a choisies chez Espace Uni, c'est des propos qui ont été utilisés dans d'autres présentations, l'humain au centre de cette santé-là et de cette qualité de vie. On voit plein de choses, on voit des gens. C'est ça aussi, les municipalités. C'est pas que des infrastructures, c'est pas que du bâti, c'est aussi l'humain et comment collectivement il peut créer ce sentiment d'appartenance à sa collectivité par différents moyens. Bien évidemment, on a besoin de politique, on a besoin de bouger, on a besoin d'avoir accès, mais tout ça est dans une optique aussi de relationnel, parce que c'est aussi là où on crée un tissu social, où la municipalité peut contribuer à cette santé durable-là. Je pense que ces quelques images-là, pour moi, font état de cette réalité-là. Même le service de police, qui pour moi est fondamental dans une municipalité, qui est appelé à jouer un rôle beaucoup différent.
J'ai un collègue chez Espace Muni qui était plus près de la sécurité dans une autre portion de sa carrière. Et souvent, les policiers sont davantage maintenant appelés à jouer un rôle communautaire qu'un rôle de sécurité. Donc, c'est un service aussi important. Mais attention, quand on parle de petites municipalités, quand on regarde ça, pour ça qu'il y a la photo de la police, non pas locale, mais plutôt provinciale, parce que c'est pas un service qui a la même qualité, malheureusement, parce que le territoire est plus grand, parce que les effectifs sont plus petits. Donc, il faut aussi accompagner ces petites municipalités-là. Il faut penser à ces petites municipalités-là. Ces petites municipalités-là ne vont pas adopter une vingtaine de politiques non plus. Ils vont passer par des plus petits moyens parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Quand on entend ressources, là, on parle de ressources humaines, financières, etc., capacités organisationnelles. Souvent, ça va passer par un seul levier. Qui va être une politique X, qui peut être de développement social, qui peut être de politique familiale, de démarche municipalité amie des aînés, évidemment. Mais à l'intérieur, quand même, on touche certains volets et il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire pour une clientèle ciblée qui peuvent avoir aussi des impacts bénéfices sur l'ensemble de nos communautés. Donc, comment on peut faire cheminer aussi ces leviers-là pour faire en sorte qu'on inclue et qu'on soit plus transversal, plus global, même s'il y a des besoins spécifiques. Je pense que c'est important de dire qu'il faut briser ces silos-là. On en parle au niveau provincial, mais au niveau local aussi. Mais c'est surtout de faire des ponts, je pense, qui est important, surtout pour les petites municipalités, pour pouvoir respecter et être présents et qu'ils agissent parce que, finalement, les petites municipalités font face aux mêmes enjeux que les grandes municipalités. Et ce que je rejoins beaucoup du point d'Alexandre dans ses défis, le tout dernier, sur la question de l'équité territoriale, je pense qu'il y a un élément autour de ce point-là pour nos petites municipalités. Les changements climatiques ne sont pas moins importants dans une municipalité de 800 habitants que pour la ville de Montréal. Bien évidemment, ils ne sont pas tous les mêmes. Mais il y en a beaucoup qui vont être les mêmes, des difficultés climatiques, et on en vit à toute échelle. Et il faut aussi voir à cette équité territoriale-là pour les municipalités. Je poursuis sur d'autres inspirations. Espace Muni avait eu la chance aussi de collaborer à une journée annuelle de santé publique en 2020. Là, je suis mêlée un peu, en 23, oui, c'est ça. Et on avait abordé la question de la santé mentale aussi. Les municipalités se préoccupent, on parle d'itinérance, mais on parle aussi de santé mentale parce que ces éléments-là remontent continuellement vers le conseil de ville. Donc, différentes initiatives qui peuvent aussi soit contribuer à briser l'isolement social, soit contribuer aussi à une qualité de vie et à soutenir le contexte de santé mentale. Donc, évidemment, dans toutes les directions, et vous pourrez aller voir là, sur le site d'Espace Muni, différents éléments qui vont dans ce sens-là, donc une signature d'innovation en santé durable, une charte municipale pour la protection des enfants. Comment une municipalité peut jouer un rôle pour protéger ses enfants à l'égard de situations de violence familiale, etc. Et c'est la municipalité de Fortierville. Est-ce que vous connaissez la municipalité de Fortierville? Majorité, non. Donc, Fortierville, moi non plus, je ne le savais pas jusqu'à il y a quelques années. C'est Aurore l'enfant martyr, Fortierville, malheureusement. Donc, ils ont souhaité en faire un événement positif, c'est-à-dire de mettre à profit cette situation particulière, difficile qui existe encore, malheureusement, au Québec, et d'en faire quelque chose où la municipalité pouvait avoir un levier, un pouvoir d'action. Donc, il y a une charte qui a été développée et qui peut être signée. Actuellement, il y a près de 200 municipalités au Québec qui ont signé cette charte-là. Des laboratoires vivants pour cerner les besoins en santé, des quartiers. Le quartier Ville-Saint-Jérôme, le quartier de la santé, a aussi eu une évaluation d'impact sur la santé sur ce projet-là. La santé positive, j'en ai parlé. L'inclusion aussi. Mais l'inclusion à tous les niveaux, bien sûr des personnes en situation de handicap, mais ici, il y avait une petite municipalité en Outaouais, Facette, qui a déclaré un milieu de vie inclusif à l'égard du poids. Donc, on peut aller très loin, avec les municipalités, il y a possibilité, bien sûr, à leur niveau. Je pense que c'est ça qu'il faut respecter. Et je pense qu'il faut travailler avec la théorie des petits pas avec les municipalités. Un premier geste engage la municipalité dans des gestes et après,
elle va poursuivre vers plus loin. Il y a des politiques de troisième, quatrième génération du développement social à l'égard des familles, de la qualité de vie, qu'on voit où il y a une évolution dans ces milieux-là concrètement. Il me reste 4 minutes. J'aimerais aussi vous parler de quelques ressources, évidemment, leviers des municipalités qui sont disponibles, pour lesquels les municipalités peuvent, et des initiatives de différents acteurs. Donc, la santé publique, pour moi, et la santé durable, c'est l'affaire de tous. Et comment on peut unir nos forces pour faire en sorte que chacun joue son rôle et bénéficie de l'expertise de l'un et de l'autre. Donc, des exemples. La réforme de la santé, une participation des villes, un document. Je vote pour ma santé aussi. Il y avait eu toute une campagne autour de ça en campagne électorale. D'autres outils qui touchent d'autres éléments, on en a moins parlé aujourd'hui, mais le logement aussi, c'est un élément fondamental d'une santé durable. On a plusieurs enjeux au Québec pour l'ensemble de la population. Mais on s'est aussi préoccupé de l'habitation pour nos aînés, pour que des communautés restent en santé, qu'on puisse garder nos aînés. Donc, vous avez Munitois, qui est un outil d'Espace Muni. Voisins solidaires, qui est aussi porté par Espace Muni, toute la question d'isolement. Je pense que c'est un programme aussi qui vise à créer ce lien-là et à faire en sorte que le citoyen, la citoyenne prenne en charge sa propre santé, sa propre contribution à sa communauté. Donc, voisins solidaires. J'ai inclus les services de garde parce que je pense qu'il y a aussi les services qui sont importants dans une communauté pour cette santé-là. Et les municipalités se sont vraiment impliquées beaucoup dans ce dossier-là. On a travaillé avec le ministère de la Famille sur cette question-là pour faire en sorte que le modèle des services de garde, que les enfants aient accès pour devenir des enfants pleinement développés par la suite. Donc, les municipalités peuvent aussi contribuer à ces services de garde-là pour faire en sorte, par exemple, que deux milieux familiales puissent travailler ensemble dans des infrastructures municipales et faire en sorte que cette question-là soit là. Il y a la question des camps de jour aussi qui est très fondamentale, beaucoup de questionnements, beaucoup d'enjeux autour des milieux municipaux, mais qui contribuent bien sûr à notre conciliation famille-travail, mais qui contribuent aussi à la santé de nos enfants et à la poursuite de communautés qui vont aller vers le plus loin. Donc, mon dernier point, on en a parlé un peu, Glycémo, évaluation d'impact sur la santé. Rapidement, un lien vers l'INSPQ, bien sûr, mais Espace Muni a le bonheur de collaborer avec les acteurs gouvernementaux sur ces démarches-là pour faire en sorte que, Alexandre en parlait, que les municipalités aillent encore plus loin dans cette démarche-là et qu'ils prennent conscience des impacts positifs et négatifs de leurs décisions, de leurs projets, de leurs services sur la santé de leur communauté. Donc, on est en train de travailler et c'est important d'y travailler pour l'ensemble des municipalités, que ce ne soit pas que les 10 grandes villes. Bien sûr, il y a une majorité de population dans ces grandes 10 villes-là, mais les petites municipalités aussi ont besoin, je pense, de traverser un processus d'évaluation pour le futur de leur municipalité. Moi aussi, j'ai quelques défis et pistes de solutions. Bien évidemment, j'en ai parlé, je pense amplement, les ressources. Donc, quand on parle du Québec, les municipalités sont autres. Bien sûr, on a des conseils municipaux, mais parfois, il y a 2 ou 3 employés qui travaillent pour une municipalité. Les enjeux, j'en ai parlé aussi. Ce sont les mêmes enjeux pour tout le monde, pour toute la population du Québec. Donc, comment on peut y arriver? Le même point qu'Alexandre aussi sur le langage. Je pense qu'il y a une question de caisser, là. Oui, de caisser, des fois. Je pense qu'on a besoin de traduction, de ramener ça à du plus concret dans les exemples pour que les municipalités sont prêtes, ils sont conscientes de l'enjeu, elles veulent agir, mais je pense qu'on a besoin de se parler d'un langage adapté, je dirais, pour le pouvoir. Les politiques, bien évidemment, je vois les secondes, il m'en reste pas long. Toute la question du politique, une municipalité, c'est un politique, ce sont des élus, donc il y a des réalités politiques, des mandats de 4 ans, etc. Donc, il faut aussi travailler sur ces défis-là. C'est une réalité différente, puis on sait qu'en santé durable, on travaille sur du long terme. Donc, comment on peut travailler dans cette réalité-là de politique? Bon, silo reddition de comptes, on en a parlé. Puis les solutions, vite, l'accompagnement.
dans l'action et la prise de décision. Je pense que c'est important. L'intersectorialité, la flexibilité et l'adaptabilité des programmes et des ressources pour faire en sorte que, peut-être que ça ne sera pas parfait, mais au moins, on va passer à l'action parce que les municipalités sont des êtres d'action. Donc, on peut arrondir certains angles pour arriver, pour emboîter le pas et ensuite, on va pouvoir construire sur quelque chose d'un peu plus solide. Et le partenariat et l'intersectorialité, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Évidemment, les municipalités n'ont pas tous les pouvoirs, les leviers, donc elles doivent absolument travailler en partenariat. Voilà. Merci. Merci Isabelle Lisée. Alors, Julie Lévesque, Alexandre Pirch et Isabelle, par la magie là, de la technique, pourront... et Marianne, mon Dieu, Marianne, évidemment. Viens, Marianne, je te laisse ma place parce que on va prendre des questions de Québec et de Montréal. Thomas, je suis à toi dans une seconde. Je vois des gens ici déjà au micro. Monsieur, à vous la parole. Alors, je suis Paul Maquet de Rue Sécure. Alors, j'ai des commentaires sur les présentations de Maître Dessureau, de Mme Lévesque et de Mme Lisée. C'est l'Association pour la santé publique voit son rôle pour travailler avec plusieurs groupes, mais il y a comme un groupe important social qui ne se retrouve pas là, et je pense au secteur privé. Et disons que quand Mme Lisée parle de l'action municipale, il y a des municipalités que pour aboutir, c'est ça, font appel, c'est ça, à des entreprises pour réaliser des mandats. Et particulièrement dans le cas de Mme Lisée a parlé de petites municipalités, là, puis c'est vraiment le cas, mais même des plus grandes municipalités. Alors, il me semble que ce serait intéressant que l'association réfléchisse un petit peu à ça. Bon, je comprends qu'il peut y avoir une peur, c'est ça, de conflit d'intérêts potentiel. Je pense que le milieu de la santé est très sensible à cette question-là, mais il y a peut-être des moyens de faire appel à des groupes qui touchent beaucoup le secteur privé, mais qui ne sont pas... je pense par exemple à l'Association québécoise des transports, à l'Ordre des ingénieurs, à peut-être des chambres de commerce ou quelque chose comme ça, là. Parce que je me dis, si la municipalité veut agir, mais que ses partenaires de réalisation ne sont pas du tout au fait de la situation, ça risque d'être compliqué d'arriver à un bon résultat. Oui. On va m'entendre. Oui, parfait. Bien, merci de votre commentaire. Je vous rassure, c'est dans les plans. Il y a déjà des projets. Les ordres professionnels font partie de plusieurs de nos projets, de nos discussions. Par le passé, on a des projets, par exemple, comme Ralentir, qui veut miser sur les milieux d'emploi, santé mentale positive. Donc, c'est certain que c'est de miser sur les forces de tous les milieux pour faire vraiment de la santé durable le concept et la priorité. Je crois qu'il y a peut-être des acteurs qui vont... Thomas, qui va peut-être vouloir ajouter là, à ce commentaire, puisque c'est davantage là, son niveau. Pour répondre aussi en fait par rapport à cette question-là, justement, en fait, au cours des 2 prochaines semaines, on a un think tank. En fait, on a 2 think tanks qui vont être lancés sur la réduction de la maladie. Donc, des think tanks, c'est quoi? C'est justement en fait des personnes des industries, des personnes du milieu de la recherche, des personnes du milieu socio-communautaire, du milieu politique qui vont être ensemble autour d'une table et qui vont répondre en fait à des questions en matière de réduction de la maladie. Et puis là, les 2 think tanks qu'on va organiser avec Numana vont porter sur l'entrepreneuriat et également en fait sur l'intelligence artificielle. On est également en fait en conversation avec l'Esplanade, qui est à Montréal plus particulièrement, pour créer des écosystèmes d'entrepreneuriat en matière de réduction de la maladie, donc créer des pépinières d'entreprises en lien avec la réduction de la maladie, mais aussi en fait d'accompagner ça avec un fonds financier qui permettrait justement en fait de supporter des entreprises comme celle-ci qui veulent se lancer dans la réduction de la maladie plus particulièrement. Donc on est là-dedans. Merci beaucoup en tout cas d'avoir ajouté ce petit point par rapport aux entreprises. Thomas, est-ce que toi, tu vois des gens à Montréal au micro? Pas pour le moment. Parce que moi, j'ai quelqu'un d'autre ici. Bon, ben, allez-y alors. Je ne veux pas partir de chicane ou de compétition Montréal-Québec. Je ne veux pas en ajouter une autre. Monsieur, à vous la parole. Oh non, madame, excusez-moi. C'est pas grave. Oui, non, je vous vois là. Ça y est. Frédéric Boulay, chargée de projet MRC de Montmagny. Je suis vraiment contente de voir notre initiative dans la
présentation de Mme Lisée via notre signature innovation. Puis, ça fait plusieurs années, en fait, qu'on est au cœur de la santé durable, qu'on travaille à démocratiser ça dans notre milieu. Puis, les défis qui ont été présentés aujourd'hui, on les vit au quotidien. Donc, on a des partenaires mobilisés, on travaille avec le milieu de l'éducation, le CIS, le département de santé publique, la direction de santé publique. On a beaucoup d'actions dans notre milieu qui ont été faites aussi avec le docteur Després, qui a sa chaire de recherche ici à Québec, Vitam. Oui. On- Et qu'on va entendre demain. Oui, qu'on va Oui, entendre demain, j'ai Dr. bien hâte. Dupré. Mais en fait, ce qui m'interpelle beaucoup après toutes ces conférences-là, c'est que malgré tout ce qu'on met en place pour nos petites municipalités, parce qu'on s'entend que la MRC de Montmagny, c'est des municipalités qui sont, pour la majorité, rurales, éloignées, défavorisées. Et les partenariats, les collaborations, on a quand même les mêmes défis, les incohérences que monsieur, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Pirch mentionnait. On n'arrive pas à faire atterrir nos actions, nos besoins, parce que la réalité est que on revient toujours à la même problématique par rapport à la capacité de payer de nos milieux, qui sont pas les mêmes qu'en milieu urbain, où on doit se battre pour avoir accès à des infrastructures de qualité, je veux dire, normale. Donc, ma question, en fait, c'est vraiment de comment on fait pour prendre cette théorie-là, ces collaborations-là qu'on entretient, puis qu'on met beaucoup d'énergie à maintenir dans nos milieux. Comment on fait pour prendre ça puis faire atterrir les actions, puis du concret, en fait, pour nos citoyens, puis pour nos partenaires aussi qui s'investissent là-dedans. Puis c'est notre combat, en fait, à tous les jours, là, dans de notre signature, puis d'amener la santé durable sur notre territoire. Puis on est un peu là-dedans, dans cet enjeu-là, dans ce défi-là, de faire atterrir ça. Parce qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, qu'on amène quelque chose, bien, on n'a pas nécessairement les sous. Puis ça devient toujours un peu le combat de nos réflexions. Fait que voilà. Je sais pas à qui s'adresse la question, en fait, mais c'est peut-être pas c'est une grande question, mais c'est surtout une intervention que je veux apporter, je pense, pour peut-être nos décideurs, justement, ou parce que c'est plaisant d'apporter la santé durable, de le démocratiser, mais il faut quand même donner les leviers à nos milieux pour ensuite faire atterrir les actions qui sont souhaitées dans ces milieux-là par rapport à ce concept de santé durable, en fait. C'est peut-être pour ça aussi que le soutien aux municipalités du programme gouvernemental de prévention en santé est essentiel. Là. Mais j'aimerais vous entendre peut-être, Isabelle, Alexandre, avez-vous quelque chose à rajouter? C'est Marianne une aussi. très grande question, effectivement, avec une petite réponse, c'est pas le fun. En fait, il existe des petits leviers pour certaines municipalités, des fonds qui peuvent être, qui passent par les MRC, qui peuvent servir à ces éléments-là. C'est pas magique, mais quand je parlais d'accompagnement, quand je parlais d'adaptabilité, de flexibilité, c'est aussi ça un peu, c'est-à-dire de faire en sorte que peut-être que la santé durable soit au cœur. Bon, c'est pas parfait là, parce que c'est des programmes, mais soit au cœur des programmes qui s'adressent aux municipalités pour faire en sorte qu'il y ait du soutien. Puis du soutien, oui, bien sûr, financier, on s'en sort pas, là. Puis une équité territoriale, on l'a nommé, je pense que c'est important aussi. Puis c'est vrai que les grandes villes, parfois, puis Alexandre, tu vas peut-être dire oui, c'est vrai et non en même temps, tu sais. Vous avez bien sûr plus de ressources, plus de marge de manœuvre, mais parfois les défis sont quand même plus grands, même s'ils sont les mêmes. Oui, c'est une question à soulever. Il y a un nouveau pacte municipal qui n'adresse pas nécessairement cette question-là, mais assurément, il faut faire en sorte que cette santé... Puis je pense qu'elle l'est déjà. Les exemples qu'on démontre sont quand même de la nature les municipalités sont en mesure d'agir, d'innover, même les grandes et les petites innovent pour leur territoire dans cette... mais effectivement, il reste que les ressources parfois sont manquantes de toutes les façons nécessaires là, pour les milieux. Si je peux rajouter, c'est effectivement, là, on a le même problème à Gatineau, mais l'échelle est très, très différente, là.
Et je pense que moi, une des pistes de solution, c'est vraiment d'arriver à mieux travailler ensemble. Puis quand je parle de mieux travailler ensemble, c'est pas s'asseoir autour d'une table puis se dire on est tous d'accord, là, mais c'est d'arriver à défaire des verrous qui sont très souvent administratifs et qui vont empêcher, par exemple, de mettre en commun des ressources. Et je parle autant de ressources humaines que financières. Les poches d'argent sont attachées à un ministère qui voit les choses d'une certaine façon. Puis une autre poche d'argent est attachée à un autre ministère. Ils voient ça d'une autre façon. Et sur le terrain, ça devient très, très complexe de faire lever des projets parce qu'on n'arrive pas à avoir accès à ces ressources-là qui sont là, elles sont disponibles, là. Fait que oui, on aimerait ça d'avoir plus. Mais il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, sur le terrain qu'on pourrait mieux combiner, puis en avoir plus pour notre argent. Merci. Je vais ajouter un petit dernier commentaire. Bon, ce sera peut-être pas la panacée, ce que je vais ajouter, mais avec la réforme de Santé Québec, avec l'arrivée de Santé Québec, on a vu que sur les conseils d'administration, les municipalités se sont vues accorder des sièges au niveau des conseils d'administration. Donc, ce sera à voir dans les prochains mois, prochaines années, si peut-être là, ça va être un levier pour les municipalités de peut-être faire valoir leurs besoins, faire valoir leurs points, être peut-être aux premières loges et espérons qu'à ce moment-là, le financement, vu l'ampleur des besoins, que le financement va suivre. Monsieur, vous avez été bien patient. Il nous reste à peu Oui. près 3 minutes avant la pause pour le lunch. Je ne sais pas comment on va concilier tout ça. Peut-être des réponses plus courtes et plus succinctes. Allez, on vous écoute. Oui, mais moi, c'est un commentaire. En fait, là, je me présente Antoine Lavoie, cofondateur de Curway, en fait, une startup qui développe une intelligence artificielle qui automatise les tenues de notes au dossier et auto-remplit les formulaires juste en enrichissant la rencontre entre un patient et un professionnel. Puis j'ai vraiment aimé la question du monsieur parce que c'est ça que je me posais aussi. En fait, on a eu des rencontres avec le ministre Dubé puis beaucoup de discussions justement avec la santé publique, mais des fois, on a l'impression qu'il manque un pont entre la santé publique et les startups d'ici. Je suis vraiment, vraiment grateful que vous avez commencé à faire des plans avec l'Esplanade parce que nous, on est accompagnés par l'Esplanade de Montréal, même si on est une entreprise du Saguenay. Mais je trouve vraiment que c'est une belle solution, un beau tremplin, en fait, là, pour faire affaire avec des organismes qui promouvoient les startups d'ici, là. Parce que beaucoup de startups québécoises sont à mesure de pouvoir faire beaucoup de choses que beaucoup des entreprises américaines ne font pas là, avec la réalité québécoise qu'on a ici, là. Fait que merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vois des gens de l'association qui hochent de la tête et qui sont d'accord avec vous. Oui, Thomas, as-tu une question à Montréal, toi, ou on continue? Ici, nous, on a des gens Continuez, nous, de notre côté, c'est plutôt qui ont calme. envie de s'exprimer. Allez, on vous écoute. Montréal. Il est beaucoup plus productif à Québec, il faut croire. David vient du Conseil régional de l'environnement de Capitale-Nationale. J'ai pas beaucoup entendu parler de l'aménagement du territoire comme un déterminant vraiment important de la santé, puis qui est le rôle principal des municipalités de gérer l'aménagement du territoire. Principalement aussi de la place qui est faite à l'automobile dans nos développements, qui est un élément très important pour la santé au niveau de la qualité de l'air, mais que ce soit l'isolement social, la sédentarité. J'aurais aimé en entendre un peu plus là-dessus, puis de voir quel est l'impact, quel est le rôle de la santé publique dans ces aménagements-là. Puis un petit peu plus loin encore, puis c'est peut-être là-dessus que j'aimerais entendre parler des intervenants, c'est sur l'acceptabilité sociale liée justement à ces enjeux de l'automobile. On le vit beaucoup à Québec, là. Oui. Le maire en a parlé ce matin. Mais je sais qu'en tout cas, vous n'étiez peut-être pas là l'année dernière, mais si jamais ça vous intéresse, sur la page YouTube de la SPQ, l'année dernière, on en avait parlé, et puis on avait eu des présentations avec Corinne Voyer, on avait eu des présentations avec Isabelle Lisée aussi lors du sommet de l'année dernière. Ça ne répond pas à votre question, mais je vais céder ma parole. Et oui, à Isabelle, voilà. Oui, Isabelle ou Julie? Le monsieur qui a parlé d'aménagement du territoire, je pense que vous avez absolument raison et on en parle dans notre cadre sur la thématique de l'environnement bâti.
Donc, effectivement, on n'a pas eu le temps ce matin d'élaborer sur tous les facteurs, mais j'adhère dans le même sens que vous. Puis, je vous invite à lire le document, mais effectivement, ça mériterait une heure complète que pour parler de l'aménagement du territoire, parce qu'il y a des enjeux vraiment très importants liés à la santé et à la qualité de vie de nos populations. Donc, voilà, votre question est pertinente. Thomas, ça va prendre un 3e sommet, hein? Tu sais, prépare-toi tout de suite. Et merci beaucoup. Écoutez, je suis désolée, je suis la gardienne du temps. C'est un rôle difficile. Je voudrais remercier tous nos conférenciers de ce bloc important. Marianne Dessureau, Julie, Isabelle Isé et Alexandre Pirch. Merci infiniment.